Alors, dans le cadre du développement durable, on se préoccupe d'analyser la performance d'une entreprise suivant le système dit du triple bottom line en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on veut une performance positive dans le domaine de l'économie de l'entreprise, dans le domaine de son action sociale et aussi, bien entendu, de sa performance, la gestion environnementale dans une perspective à court mais aussi à long terme. Dans ce contexte, il y a certainement des enjeux qui se concrétisent dans les étapes, mais les étapes de la mise en œuvre et de la réflexion qui s'accompagnent dans cette volonté de mettre en place une politique et une action de responsabilité sociétale d'organismes ou d'entreprises. La première, je crois que c'est l'enjeu principal, c'est qu'en fait, quand on parle de responsabilité sociétale d'entreprise, on se place dans le cadre de ce qu'on appelle la soft governance ou du marché de la vertu. C'est-à-dire qu'on veut se positionner d'une manière qui va au-delà, des contraintes de la législation, avec une sorte de libre arbitre, de bonne volonté. Et alors dans ce positionnement, qui est presque un positionnement moral, on doit définir sa position. Il y a plusieurs positions possibles qui doivent être déterminées par le conseil d'administration, la direction, et puis, bien entendu, les parties prenantes internes de l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être un véritable acteur responsable et conscient de l'état de la planète et puis des dangers qu'elle court et qu'elle nous fait courir? Ou bien est-ce qu'on veut être un suiveur qui quelque part regarde ce que les pionniers font, puis l'applique de telle manière à ne pas être laissé en arrière si jamais la pression se faisait plus grande? Est-ce qu'on veut jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire par exemple promouvoir une image d'entreprise qui montre une action favorable en matière de responsabilité sociétale, mais en même temps financer des lobbying parlementaires qui vont à l'encontre de la mise en place de conditions légales plus contraignantes en matière de protection de l'environnement? Ou bien est-ce qu'on veut simplement être une personne morale qui met en place une action minimale de gestion environnementale, par exemple, tout en alimentant à coût réduit des actions de marketing pour pouvoir faire diffuser l'image d'une entreprise responsable. Ça, c'est vraiment la première étape qui est cardinale. Et puis viennent les étapes suivantes, qui sont certainement la gestion des parties prenantes et de leurs attentes. Dans le cadre d'une politique de responsabilité sociétale, on analyse des parties prenantes qui peuvent avoir un effet sur l'entreprise si leurs attentes ne sont pas respectées. Alors, dans le cas de la gestion, il y a visiblement deux modes d'approche. Le premier est purement opportuniste, qui consiste à s'occuper que des parties prenantes qui peuvent nous faire du tort. Et puis la deuxième est un peu plus large, elle est préférable, parce que la première réduit en fait l'entreprise à être un arbitre, à être le jouet des attentes des parties prenantes, tout en n'ayant aucune conscience éthique et en n'ayant en fait pas de politique. Quand on est arrivé à cette étape, la prochaine, c'est évidemment de définir la politique. Et pour cela, il faut déjà formuler une première politique globale et puis vérifier l'état de situation. On ne sait pas toujours exactement quel est l'impact sociétal qu'une entreprise a. Et pour pouvoir définir des objectifs et des buts qui sont quand même précis, parce que s'ils ne sont pas précis, on ne peut pas mesurer s'ils sont atteints, il faut être sûr de la situation existante et ce qu'on peut espérer. Une fois que c'est fait, en fait, l'aide des normes de gestion sociétale comme ISO 26000 ou SA 8000 et toutes les normes associées permettent de finaliser la réflexion et de faire une mise en ordre, un reporting qui est beaucoup plus classique, mais je pense que c'est là les principaux enjeux. En fait, il n'y a pas de différence dans la dynamique d'implantation du système de qualité si on se réfère à l'administration publique ou à
ou à une société de l'économie privée. La principale différence, c'est en fait que dans l'économie publique, la politique est généralement définie par des instances extérieures qui sont les lois et les règlements, d'une part. Puis d'autre part, ce qui limite en fait la latitude de la direction pour formuler ce genre de politique. Et le reporting est aussi beaucoup plus long à cause des actions de mise à jour des politiques étatiques. En fait, j'ai commencé la rédaction du texte pour un cours destiné aux étudiants ingénieurs de l'EPFL en master. Et je me suis demandé, moi qui suis presque une vieille baderne quelque part, je me suis demandé ce que j'aurais aimé savoir quand je commençais à œuvrer dans le paysage de la qualité. Et je me suis rendu compte que ce qui manquait souvent aux personnes qui s'engagent dans l'univers de la qualité, c'est une vision d'ensemble, une sorte de reliance, de monde de reliance entre les différentes théories existantes, les différentes pratiques, l'historique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cet ouvrage, c'est-à-dire de donner ce que je n'avais pas trouvé dans l'examen de la littérature que j'avais fait, parce que l'ouvrage comporte quand même beaucoup de références par rapport aux ouvrages, en parenthèse, normaux, publiés dans le monde de la qualité, c'est de pouvoir relier les concepts, les définir mais les relier, et puis les remettre dans le contexte historique, ce qui permet au fond d'éviter les querelles de chapelle qu'on constate souvent dans le monde de la qualité, à savoir qu'il y a des spécialistes qui sont pour ISO 9001, mais contre EFQM, etc. Je voulais essayer de donner une vision un peu plus équilibrée de ce monde.